Je me suis rappelé cette phrase de Gaulle qui dit quelque part il faut épouser une grande querelle. Et je me rappelle très bien à ce moment-là avoir essayé de comprendre. Alors il y avait probablement un déterminisme personnel, hein, mais quelle serait la grande querelle des années à venir? Et je me suis dit, au fond, c'est la modernisation de la société, c'est la technologie. Et j'ai fondé en 85 un think tank qui s'appelait Politique et Technologie. Et qui a été la raison pour laquelle je me suis retrouvé au cabinet du ministre de la Recherche. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une petite année. Et j'en suis parti un peu déçu, je dirais, bien sûr. Et je me suis aperçu à ce moment-là, en reprenant en main mon think tank, que l'idée que j'avais, qui était de faire passer des idées sur l'innovation et la technologie, on parlait plus de technologie que d'innovation, de la faire passer du monde universitaire au monde politique, était une illusion parce que le monde universitaire n'avait pas produit beaucoup de travail sur les questions de l'innovation. Et qu'en fait, le seul livre de référence, ça reste un des grands livres de référence, c'est Schumpeter, et pas ceux d'ailleurs que les gens citent généralement. Non, c'est pas ça. En plus, c'est pas là-dedans. C'est le livre où il parle d'innovation que personne pratiquement ne cite. Ça serait amusant de faire des statistiques là-dessus. C'est son livre sur l'économie des cycles. Et puis, à la suite de ça, j'ai quand même publié un livre sur De Gaulle et la technologie, qui a été préfacé par Stanley Hoffman, ce qui m'a rassuré sur la justesse de ma démarche d'analyse. Et puis un avant-propos de Jacques Chirac. Donc ça m'a fait plaisir de publier ce livre. Et puis je pensais que ça serait mon dernier acte dans le domaine. Comme je me suis retrouvé dans le capital risque comme activité professionnelle, je me suis mis à pratiquer l'innovation. Et là, on apprend beaucoup de choses. Quand on voit les choses de l'extérieur, mais de très près, c'est là que je me suis dit, en lisant les analyses économiques sur l'innovation, qu'ils n'avaient pas tout à fait compris, que ça ne me satisfaisait pas, plus exactement. Et au bout de 10 ans, j'ai fini par publier un livre en 2008, avec Serge Chambaud d'ailleurs, sur l'innovation, qui s'appelle L'innovation, et qui m'a permis de faire, je dirais, tous les sauts qualitatifs et de conceptualiser tout ce que je pratiquais, tout ce que je lisais aussi d'ailleurs, dans une nouvelle approche que j'ai donnée là, à la suite de quoi j'ai écrit des livres blancs et puis quelques articles universitaires pour solidifier un petit peu la réflexion sur l'innovation. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès faits depuis les années 2000, sur les années 2000, puisqu'on a mis tout un tas de choses en marche depuis les zones d'innovation. Alors on a appelé ça, il y a des mots, mais tout ça, ça revient à créer des zones d'innovation. En fait, le rêve, c'est de recréer des petites Silicon Valley en France ou en Europe, ce qui existe à certains endroits, hein. Vous avez des régions comme le nord Danemark et le sud de la Suède qui sont plus producteurs de ce qu'on appelle d'unicornes, c'est-à-dire de sociétés qui valent plus de 1 milliard, des sociétés innovantes qui sont cotées qui valent plus de 1 milliard. Il y en a, à la densité d'habitants, il y en a plus au sud de la Suède qu'en Silicon Valley. Donc, c'est pas si loin de nous tout ça. Et c'est pas la peine, il faut pas copier les États-Unis bêtement. Il faut adapter ce qui bloque, il faut débloquer les verrous. Et les verrous, je les ai dit, c'est le risque pris par l'innovateur qui fait que tout un tas de gens diplômés, etc., n'y vont pas parce que c'est trop risqué. C'est les blocages dans les... Tous les conservatismes sociaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Si on doit résumer l'ensemble, je dirais, l'homme est un animal innovant et sa caractéristique, depuis qu'il existe, c'est ça, et c'est donc de maîtriser
son environnement et sa condition humaine. Maîtriser, avec des guillemets là, parce que c'est pas toujours vrai, c'est partiel, et puis je suis pas sûr qu'il maîtrise toujours, et que parfois il faut... Oui. Le possesseur de la nature. C'est ça, exactement. Mais alors là-dessus, je suis... Cartésien. Ah oui, complètement. Et c'est sa grandeur, c'est sa responsabilité, et c'est aussi les dangers qui vont avec. Mais c'est sa grandeur et c'est sa différence avec le règne animal. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des animaux ordinaires. À partir de là, l'homme doit assumer les responsabilités du fait qu'il est à moitié son propre Dieu, puisqu'il a un côté divin, ce qui ne l'empêche pas d'être un animal prédateur, agressif, violent, et que faire vivre des hommes ensemble, c'est tout un art, c'est justement l'art des politiques. Bon, donc à partir du moment où on a pris conscience du fait que l'homme est au centre de la définition de sa condition, et donc qu'il a une mainmise partielle, tout ce qu'on veut, mais il a une mainmise sur sa condition, il faut organiser un minimum de choses et de règles pour qu'il ne devienne pas fou, ou qu'il ne fasse pas des folies. D'une part, et d'autre part, pour qu'il continue à améliorer sa condition et qu'il ne s'en désintéresse pas. Et ça, c'est ça le fondement du principe d'innovation. C'est de dire, l'homme qui est un animal innovant doit avoir des grandes règles qui orientent son comportement et qui remplacent ce qu'était autrefois la religion. Eh bien, en matière d'innovation, il faut qu'on trouve quelque chose qui permette de dire aux gens, vous pouvez tout faire, comme les rois, mais vous devrez y rendre compte.